Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En écho dans le texte, le podcast des études économiques de BNP Paribas. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet crucial pour l'Europe, sa dépendance énergétique. Our bill for fossil fuel imports has increased by over 22 billion euros. 44 days, 22 billion euros, not a single molecule of energy in addition. And this shows the enormous impact this crisis has on our economy. Nous venons d'entendre un extrait de la conférence de presse d'Ursula von der Leyen du 13 avril dernier. Elle s'alarmait alors de la hausse du coût des importations d'hydrocarbures pour l'Union européenne depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Elle chiffrait ce surcoût à 22 milliards d'euros. Cette dépendance aux importations montre le déficit de souveraineté énergétique de l'Union européenne. Cela concerne à la fois le mix énergétique primaire et les équipements nécessaires à sa transition bas carbone. L'Union progresse néanmoins, mais lentement, trop lentement, diront certains. À quel point l'UE est-elle dépendante ? Et quelles pistes pourraient lui permettre d'inverser la tendance ou au moins de progresser ? Pour en parler, j'accueille Pascal Devaux, économiste spécialiste de l'énergie au sein des études économiques de BNP Paribas. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, pouvez-vous brosser le tableau général de la situation et nous donner quelques chiffres ? Commençons par le mix énergétique primaire européen, c'est-à-dire l'ensemble de l'énergie nécessaire pour produire de l'électricité, se déplacer, se chauffer, faire fonctionner les usines, etc. Il est composé à 67% d'hydrocarbures, 23% d'énergie renouvelable et 10% de nucléaire. L'Europe reste très dépendante des importations. Environ 57% des besoins du mix énergétique primaire sont importés. C'est bien sûr une moyenne européenne, le taux de dépendance varie énormément d'un pays à l'autre. Ce chiffre est plutôt stable dans le temps, pourtant des progrès ont été réalisés. Depuis 2000, la décarbonation du mix énergétique primaire européen a progressé grâce au développement des énergies renouvelables. Quelle est la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique primaire ? Leur part atteint actuellement environ 23% du mix contre 6,5% en 2000. Si on inclut le nucléaire, l'ensemble des énergies décarbonées représente environ un tiers du mix énergétique primaire. En parallèle, si on considère le mix électrique, c'est-à-dire avec quelle source d'énergie on produit de l'électricité, depuis 2024, la contribution des énergies renouvelables à la production d'électricité en Europe est supérieure à celle des hydrocarbures. Depuis 2000, la consommation européenne de pétrole a baissé de 1% par an et celle de gaz naturel est restée quasi stable. Le charbon a connu quant à lui la baisse la plus marquée avec une baisse de 8% en moyenne annuelle depuis 2018. La consommation de pétrole, de gaz et de charbon a donc baissé. Malgré cela, la dépendance de l'Europe aux importations est stable. Comment l'expliquez-vous ? Concernant le pétrole, la dépendance est stable, supérieure à 90%, étant donné que la production européenne est en baisse constante. Pour le gaz, la situation de dépendance s'est aggravée, car la part des importations est passée de 68% en 2010 à 90% en 2024. Alors c'est principalement dû à la baisse des réserves disponibles en Europe. La production de gaz a baissé de 36% depuis 2010, notamment aux Pays-Bas. C'est donc essentiellement dû à des raisons géologiques. Comment l'Union européenne compte-t-elle réduire cette dépendance aux énergies fossiles ? Alors l'Union européenne veut ramener le taux de dépendance moyen à 50% d'ici 2030. Cela passera essentiellement par une réduction de la part des énergies fossiles dans le mix énergétique. L'Union européenne compte pour cela sur l'essor des énergies renouvelables. Elle veut atteindre 40% d'énergie décarbonée dans le mix énergétique primaire d'ici à 2030. L'UE reste donc très dépendante des pays producteurs de combustibles fossiles. Prenons le cas particulier de la Russie. Le programme REPowerEU, lancé en 2022, devait mettre fin aux importations de combustibles russes d'ici 2027. Où en est-on ? Jusqu'à maintenant, la réduction de la consommation de gaz est en ligne avec les objectifs du programme REPowerEU. La part du gaz russe dans les importations totales de l'Europe est passée de plus de 50% avant 2022 à 13% au premier trimestre 2026. Et cette proportion devrait continuer de se réduire dans les années à venir. Mais le gaz russe n'a pas été remplacé par du gaz européen pour des raisons géologiques qu'on a déjà évoquées, mais par du gaz naturel liquéfié américain dont les importations ont quadruplé depuis fin 2021. Elle représente actuellement 28% des importations totales de gaz de l'Union européenne. À l'avenir, il est extrêmement difficile de faire des projections pour savoir quelles seront les sources d'approvisionnement de l'Europe en gaz. Le marché du GNL est actuellement fortement perturbé par le conflit au Moyen-Orient, à commencer par la destruction d'importantes capacités de production au Qatar, qui était le deuxième producteur mondial de gaz naturel liquéfié avant la guerre.
On peut penser que l'augmentation des capacités de production au Qatar va être retardée, ce qui augmentera mécaniquement la dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Qu'en est-il des produits pétroliers raffinés, le carburant pour avion et le diesel ? Alors dans ce domaine, l'Europe est clairement dans une position de dépendance et de faiblesse. On assiste depuis une vingtaine d'années à un déplacement massif des capacités de raffinage de l'Europe vers l'Asie et vers le Moyen-Orient dans une moindre mesure. Ainsi, depuis 2000, la part des capacités européennes de raffinage a baissé de 22% à 14% du total mondial, tandis qu'elle est passée de 26% à 36% en Asie sur la même période. Quel risque cela présente-t-il pour l'Europe ? Alors dans le contexte actuel de guerre au Moyen-Orient, étant donné la dépendance des raffineries asiatiques vis-à-vis du pétrole provenant du Golfe, les producteurs asiatiques de carburant doivent réduire leur production. Par conséquent, ces pays peuvent décider de moins exporter pour privilégier leur propre marché, comme la Chine l'a fait quelques jours après le déclenchement du conflit. Or, les stocks européens de produits raffinés ne dépassent pas 2 mois, et un blocage prolongé du détroit d'Ormuz exposerait l'Europe à des pénuries. Parlons maintenant de la chaîne de valeur des clean tech, les technologies vertes en français. Elles sont indispensables à la transition bas carbone, l'autre objectif majeur de l'Europe. L'Union européenne est-elle plus souveraine dans ce domaine ? Le tableau est plutôt contrasté selon les catégories d'équipements. L'Europe est exportatrice nette d'équipements liés à l'éolien depuis 2000, dont elle détient environ 16% des capacités mondiales de production, c'est le double des capacités américaines. Pour le photovoltaïque, les aimants permanents et une partie importante de la chaîne de valeur des batteries, la dépendance à la Chine demeure très forte. Elle détient plus de 3/4 des capacités de production mondiale de panneaux photovoltaïques et produit 93% des aimants permanents. Et ces aimants sont essentiels pour l'éolien et les véhicules électriques. La Chine reste incontournable dans le secteur des véhicules électriques et des batteries stationnaires. Or, ces batteries sont essentielles pour la décarbonation de l'économie européenne car elles permettent de stocker l'électricité et de rendre ainsi plus flexible la production d'énergie renouvelable. Le déficit commercial dans ce segment des batteries a augmenté de 45% en 2025 par rapport à 2024. C'est énorme et cela ne va pas dans le bon sens. Pascal, ces technologies vertes dépendent de matériaux critiques comme le cuivre, le lithium, les terres rares et bien d'autres. La question de la souveraineté s'applique donc à l'ensemble de la chaîne de valeur, donc aussi aux matériaux critiques. Oui, alors c'est un point de vulnérabilité majeur de la chaîne de valeur des technologies propres. Il est très compliqué de réduire à court terme les importations de matériaux critiques car très peu de pays possèdent des gisements, les exploitent et raffinent. Ce secteur est très concentré géographiquement, ainsi la Chine extrait 59% du minerai des terres rares au niveau mondial et en réalise plus de 90% du raffinage. On retrouve la même domination chinoise pour le raffinage du graphite, du lithium et du cobalt. Quels sont les effets des tensions géopolitiques et géoéconomiques sur l'accès à ces matériaux ? Alors ces dernières années, la multiplication des tensions géopolitiques et la mise en place par plusieurs pays de mesures protectionnistes compliquent fortement l'accès aux matériaux critiques. Entre 2009 et 2023, les restrictions à l'exportation de matériaux bruts industriels ont été multipliées par 5 au niveau mondial. Les terres rares, en particulier, ont acquis une dimension géopolitique indéniable. La demande mondiale ne cesse de croître et les producteurs utilisent leur position dominante pour contrôler le marché. Pour tenter de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, l'Europe et les États-Unis ont signé des accords commerciaux et d'investissement avec d'autres pays producteurs que la Chine, comme le Canada ou l'Australie. Pascal, pouvez-vous nous parler des initiatives mises en place par l'UE dans ce domaine ? En ce qui concerne les matériaux critiques, l'Europe a pris plusieurs initiatives. D'abord, en 2023, le Green Deal Industrial Plan et en 2024, le Critical Raw Material Act, qui visent à réduire la vulnérabilité européenne dans ce secteur. Plus récemment, la Commission européenne a lancé le plan Resource-EU afin de sécuriser l'approvisionnement en matériaux critiques grâce à une politique spécifique de stockage et des partenariats internationaux, notamment avec le Canada, le Kazakhstan, le Groenland, le Chili et la Namibie. Par ailleurs, une 50aine de projets stratégiques ont été identifiés en Europe dans le domaine de l'extraction, du traitement et du recyclage des matériaux critiques. Ces projets doivent être mis en œuvre d'ici à 2030 et cela représente environ 22 milliards d'euros d'investissement. Ces initiatives devraient permettre de développer les capacités de production européennes et de diversifier les approvisionnements, mais cela ne réduira que partiellement la dépendance aux importations.
Après ce rapide tour d'horizon des dépendances, quel levier l'Europe devra privilégier pour renforcer sa souveraineté énergétique ? Alors on peut voir 3 axes majeurs. Une première priorité reste de réduire notre dépendance aux hydrocarbures en continuant à décarboner notre mix énergétique et en accélérant l'électrification des usages. Les politiques nationales manquent parfois de continuité dans ce domaine. Des mesures viennent d'être annoncées en France, même si elles sont d'une ampleur assez limitée, et la Commission européenne reste elle-même très active dans ce domaine. Une deuxième priorité, c'est la diversification des sources d'approvisionnement. La géologie fait que nous resterons de toute façon dépendants dans de nombreux domaines, mais diversifier les sources d'approvisionnement pour le gaz, qui de toute façon restera un élément important du mix énergétique européen, et pour les matériaux critiques, permettra de réduire la vulnérabilité européenne à moyen terme. Et enfin, troisième priorité, le renforcement de la chaîne de valeur européenne dans les matériaux critiques et les technologies propres. Cela passe notamment par la mise en œuvre des projets du plan ResourceEU. Concernant les technologies de la transition, le segment des batteries nous paraît être vraiment prioritaire. C'est un élément clé dans le processus de décarbonation du mix électrique et dans l'électrification des usages. En résumé, moins de dépendance aux hydrocarbures, plus d'investissements dans le renouvelable et une chaîne d'approvisionnement des matériaux critiques plus résiliente, c'est bien ça ? Exactement. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci Pascal. Pour aller plus loin sur ces sujets de dépendance et de souveraineté énergétique, rendez-vous sur le site internet des études économiques de BNP Paribas. Vous pourrez notamment y retrouver les dernières publications de Pascal Devaux. Les liens sont en description. Merci à tous et à très vite dans un prochain numéro d'En écho dans le texte.